de mort frappé jusqu'au sang. Comment êtes-vous sorti de prison, Antoine? On est sorti de prison, finalement, dans l'après-midi. Un commandant, accompagné de son secrétaire, est arrivé de la part de M. Kassongo-Martin, que vous venez de voir, et avec beaucoup d'excuses, nous a prié de venir avec lui voir M. Kassongo-Martin. Un peu plus haut, j'ai peur qu'on vous entende ça. Oui. Monsieur le ministre Kassongo-Martin nous considérait un petit peu comme ses historiographes et tenait absolument à ce qu'on vienne le photographier et le filmer dans son état-major. Alors il nous a emmenés, on est allé à notre bateau rapidement pour prendre du matériel, une caméra, deux chargeurs, et là nous sommes aperçus que, entre-temps, notre bateau avait été mitraillé. Ce qui fait que si nous n'avions pas été en prison, nous aurions certainement été tués à bord, notamment Bergès, parce que on s'est aperçu qu'une balle avait traversé le plafond et avait traversé sa couchette à l'endroit de sa poitrine. Oui. Une photo de Bergès montre l'état du bateau, d'ailleurs, après ce mitraillage et ce bombardement. Je crois qu'ensuite vous avez... La voici. Je crois qu'ensuite vous avez... C'est là qu'était votre cabine? C'est là qu'était notre cabine, oui. Voici nos lits d'ailleurs, ou plutôt ce qu'il en reste. En fait, ceci s'est passé un tout petit peu après, parce qu'à peine avions-nous quitté notre cabine, oui, que les avions sont revenus à nouveau, et à ce moment-là, ont complètement incendié le bateau. Qu'est-ce que c'est ces avions? C'est les fameux avions américains? C'était des avions probablement fournis par les Américains, je pense que c'était des B-26, des petits avions à hélice. On en a beaucoup parlé quand étaient fournis à Tchombe à ce moment-là. Oui. Munis de roquettes, de mitrailleuses et de canons. Mais on n'a aucune précision sur la véritable nationalité des pilotes, qui sont peut-être des pilotes cubains anticastristes, comme ceux que j'avais vus précédemment à Léopoldville. Et comment ces guerriers fous réagissent contre les bombardements d'avions? Eh bien, ils réagissent d'une manière très curieuse. Comme je vous l'ai dit, ils croient fermement qu'ils sont protégés par le sacrement du dawa, qui les immunise contre la mort. Donc, il y a une phrase clé. Chaque fois qu'une bombe tombe, chaque fois qu'une fusillade éclate, ils conjurent le sort en criant « Maï moulele, Maï moulele ». Et Maï en Kiswahili, ça veut dire c'est l'eau. C'est la pluie. Ça veut dire les balles c'est comme de l'eau et Moulele c'est l'invocation, Moulele nous protège. Vous avez réussi à filmer une séquence curieuse de ce bombardement Avec les quelques mètres de pellicule qui nous restaient, car au deuxième incendie du bateau, au deuxième bombardement, tout notre matériel et tous nos stocks de pellicules ont été détruits. Oui. Mais c'est un très étrange et très extraordinaire document qu'on va voir maintenant, et où on voit un officier rebelle, lancer des invocations littéralement aux Américains. Camarades américains, comme vous faites, ce n'est pas bien. Vous voyez, vous venez de bombarder. Alors, donc, vous bombardez là, en fait, là c'est fait. Là c'est fait pour les Congolais. Vous bombardez la Filtizap. Là c'est fait pour les Congolais. Vous voyez maintenant, en fait, au niveau de la CFL, camarades, ce n'est pas bien. Camarades, comment vos avions en réaction, sauf nous, nous bombardez ici. Nous sommes bombardés. Nous sommes fait des affres. En fait, la CFL, ainsi que la cité congolaise. Faites pas bien, camarades américains. Soyez prudents, camarades. C'est bien moi qui vous parle, capitaine commandant Kavunaïbe. Vous avez venu chez moi voler des histoires, camarades. Maï, Maï, Moulele, Moulele. Oui, c'est une séquence très extraordinaire. Ça veut dire, soyez prudents, américains, ça veut dire... faites attention car... oui, certainement, c'est une menace et voilà le climat, c'est à la fois la farce et le drame mélangés et c'est la mort à tous les moments, la mort considérée comme jeu. Après ce bombardement, nous avons été les hôtes et les invités du ministre Kassongo, invitation dont on se serait bien passé car nous savions déjà que la ville et en particulier la portion de banlieue où nous étions était cernée par l'armée régulière de Tchombe, par l'armée régulière congolaise. Et il y a eu en particulier le deuxième jour un moment très pénible pour nous. C'est le moment où Massango est venu nous chercher en jeep en nous disant « Venez, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Nous venons de tuer 2 mercenaires européens. » Il nous restait à ce moment-là quelques mètres de film sur la caméra. Vous avez dit 2 Américains, je crois. 2 Américains. Parce qu'Américain, là-bas, Américain, c'est le mythe. Américain, c'est le blanc, c'est tout ce qu'on voudra. Oui. C'est le mythe, beaucoup plus qu'Américain, c'est le mythe du mal. On voit ici ces 2 cadavres qui, en réalité, n'étaient pas des cadavres d'Américains. Ce n'étaient pas des Américains, c'était des mercenaires. L'un d'eux était allemand, l'autre n'était pas identifié. L'un d'eux avait commis l'imprudence d'emporter tous ses papiers sur lui.
il avait un passeport allemand complet. Et tout autour, c'est la même ronde infernale, c'est le même jeu, c'est le même mime où l'on s'amuse avec les lances. Mais vous-même étant blanc, vous n'étiez pas pris pour les Américains, si? Si, certainement, mais nous avions la protection très fragile, d'ailleurs, des quelques hautes personnalités civiles, qualifiées par leurs propres troupes, d'ailleurs, de politiciens. Et c'est pour ça que nous avons senti que, quand même, la situation commençait à devenir très désagréable. L'armée katangaise arrivait petit à petit, et nous avons tout fait pour se sortir de là. Et pour ça, nous avons proposé à M. Kasongo... Kasongo, c'est le danseur de Twist. C'est le danseur de Twist. Nous lui avons proposé d'aller filmer encore mieux qu'on l'avait fait les bombardements américains, et ce, de l'hôpital européen qui est situé sur une colline. On lui a expliqué qu'on avait une très, très, très belle vue, et il nous a fourni une escorte pour nous rendre à cet hôpital. Qu'est-ce qui se passait là, à cet hôpital? Alors, à cet hôpital, il y avait énormément de monde, énormément d'Européens qui étaient réfugiés là, qui campaient. Il y avait énormément de blessés mulélistes. Ils étaient parfois 12 par chambre, par terre, 2 ou 3 par lit. C'était absolument épouvantable. Et là, tout le monde s'occupait comme il pouvait. Nous-mêmes, nous avons été embauchés comme croque-morts parce qu'on n'arrivait pas à enterrer tous les cadavres. Et sous le soleil équateur, il faut quand même faire vite. Mais vous avez eu des gens achevés à l'hôpital? Alors ça, c'est plus tard, lorsque l'armée katangaise est entrée. Je voudrais que vous commentiez une photo où on va voir le fameux ministre danseur de Twist dans sa tenue de guerrier. Que tient-il à la main? Ça, c'est Kasongo, le jour où la bataille s'est déclenchée, qui s'est habillé en guerrier. Et là, il présente le passeport de cet Américain, qui était en fait un Allemand. C'est nous qui lui avons montré que c'était un Allemand. Et il est tout fier de l'exhiber. On croyait souvent en Europe que l'armée nationale congolaise, qui est composée surtout d'éléments katangais, d'après vous, qui a investi Albertville et qui a pris Albertville, était en réalité composée de quelques hommes, et que tout ça était une guerre qui opposait 40 guerriers d'un côté et 40 soldats réguliers de l'autre. En fait, un document que vous avez ramené, une photo, montre ce qu'est la puissance de cette armée katangaise. Non, il y a eu 2 armées régulières congolaises, celle d'avant l'arrivée des moulélistes, où aucun katangais ne figurait, qui croyaient autant aux Dawa, à superstition, que les moulélistes eux-mêmes, et qui fuyaient avant leur arrivée. Et maintenant, on assiste très certainement à une reprise en main très nette de l'armée par les gendarmes katangais et aussi par quelques mercenaires européens. Oui. Les gendarmes katangais qui s'étaient réfugiés en Angola et qui sont... Ils ont l'air fort bien équipés. Et voici d'ailleurs, nous avons pu assister, arrivant à l'hôpital, où les Européens qui se trouvaient avec nous avaient été... C'était d'ailleurs les mêmes Européens qui étaient en prison et qui avaient été conduits à l'hôpital, peut-être grâce à notre présence et à notre prestige de journalistes. Et nous avons assisté à cette arrivée en bon ordre de l'armée katangaise avec la voiture blindée qui était la terreur des moulélistes. Vous avez assisté aussi à la libération, si je puis dire, des Européens. Nous avons assisté à la libération des Européens, nous avons assisté au massacre des blessés à l'hôpital, et nous avons assisté à la disparition complète d'un monde dans lequel nous avions vécu, qui était le monde des moulélistes. Et voici la joie des Européens libérés par l'armée katangaise, qui, nous devons le dire objectivement, s'est montrée d'une très grande correction avec les Européens et nous a donné l'impression d'une force bien organisée. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces Européens là? Ces Européens sont toujours là-bas, malgré tout ceux qui étaient blessés ou trop malades, ou trop las, ou trop fatigués, car vous vous doutez que 4 mois dans cette situation épuisent les nerfs, ont pu être évacués par avion sur Elisabethville. Mais pour nous, notre situation n'était pas la même, car nous étions suspects. Oui. Je crois que vous avez été un peu dans quelque chose dans leur libération, tout de même, pour quelque chose. Je pense que oui, involontairement d'ailleurs, en fonction du prestige que l'on accorde à la presse et aux journalistes. Il y a une curieuse photo que je voudrais vous demander de commenter, elle va apparaître dans quelques secondes, où on voit un homme sur le capot d'une Jeep. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une chasse à l'homme. Cela illustre avec quel dédain, avec quelle insouciance, avec quelle innocence on traite la vie d'un homme. Il s'agit d'un mouléliste que l'on a vu très imprudemment passer sur un pont. J'étais à ce moment-là aux côtés de l'armée katangaise avec Antoine Hirsch. Ils ont repéré l'homme et, exactement comme on force une antilope, ils ont tiré dessus. Une Jeep est partie à toute vitesse, l'a achevé à bout portant et avec des cris de joie. Ils ont rapporté leur prise, le corps sur le capot, le corps qui bougeait encore. Ils l'ont ligoté et ils l'ont jeté dans la Lukuga, un petit fleuve qui traverse Albertville. Il faut dire qu'ils ne font pas de prisonniers. Les prisonniers, ça n'existe pas. Tout homme pris est abattu sur place. Les autres n'en font pas non plus. Oui.
Je voudrais que vous racontiez la fin de votre aventure. Nous avons longuement parlé, vous avez apporté beaucoup d'informations sur ce qui se passe chez les rebelles. Comme je vous le disais, nous étions suspects. Radio Léopoldville avait parlé de journalistes à la solde de Soumialo, car on ne comprend pas là-bas, sous ces latitudes, l'objectivité nécessaire de l'information. Donc, du fait que nous avions été auparavant chez Soumialo, nous étions suspects. Donc, nous avons jugé plus prudent, pour sauver les quelques documents qui n'avaient pas été brûlés, de fretter un canot automobile, avec l'autorisation d'ailleurs des militaires de l'armée régulière congolaise, qui n'étaient pas encore au courant, qui n'avaient pas écouté Radio Léopoldville. Et nous sommes partis en pleine nuit sur le lac Tanganyika, au volant d'un petit canot hors bord, sans boussole, sans carte. Vous le reconnaissez? Ça, c'est à l'arrivée, mais il a fallu 2 jours pour en arriver là, car nous avons visité à peu près la moitié du lac Tanganyika par des nuits sans lune, sous un ciel austral que l'on ne connaissait pas, et sans manger. Eh bien, messieurs, je vous remercie de ce récit. Je vous remercie surtout d'être rentrés. Je crois que les téléspectateurs se joignent à moi pour cela. Et j'espère que, malgré tout, vous oublierez ces mauvais souvenirs du Congo, car vous avez été les témoins d'événements historiques qui sont déroulés, d'événements, je dois le dire, un petit peu terrifiants.